avant tout vous saluer tous. Je voudrais aussi adresser mes remerciements aux organisateurs de cette rencontre fraternelle, de cette rencontre ecclésiale, de voir que les ecclésiastiques
de la République démocratique du Congo, notre pays. Et vous êtes venus nombreux pour échanger avec nous sur la situation qui prévaut non seulement dans notre Église, Famille de Dieu qui est en RD Congo, mais aussi dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, qui ne fait que souffrir. Au nom des évêques de la Cinco, je vous souhaite la joie, le bonheur, l'épanouissement en 2018. Je voudrais vous livrer une petite information sur la raison de notre présence ici, dans la ville éternelle de Rome. Nous nous retrouvons ici sur invitation de l'Union internationale des supérieurs majeurs et de l'Union des supérieurs généraux, et de l'Union des supérieurs généraux qui sont établis ici à Rome. En marge de ce qui se passera demain, ce qui est prévu pour demain, il a plu à votre organisation qui a été rendue explicite par M. l'abbé Dieudonné Kambale. Il vous a plu de nous inviter à pouvoir partager ces moments ensemble. C'est dont nous vous remercions. Je voudrais vous donner quelques informations utiles sur la situation en République démocratique du Congo, et ces informations seront suivies d'échanges. Vous êtes au courant de l'engagement de l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo dans l'accompagnement de la classe politique et de la société civile à la recherche sur la route de la recherche des voies et moyens pacifiques de sortie de crise sociopolitique que connaît notre pays. Vous avez suivi en 2016, alors que les élections devaient se tenir, cela n'a pas été le cas et 2 dialogues se sont tenus en 2016. Le premier dialogue s'est tenu à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, au fin de trouver des voies et moyens pour amener le peuple congolais aux élections. Ce dialogue a abouti à un accord signé entre les parties prenantes le 18 octobre 2016. Malheureusement, cet accord, ce dialogue qui a accouché de cet accord a souffert de manque d'inclusivité, pour autant que certaines composantes politiques et certaines organisations de la société civile n'y avaient pas pris part. Et cette situation a obligé ceux qui sont au pouvoir à envisager un deuxième dialogue. Et c'est alors que la Cinco a été approchée par le pouvoir, plus précisément par le président de la République, qui a invité la Cinco à pouvoir aider les fils et filles de notre pays dans la tenue des dialogues beaucoup plus global, beaucoup plus inclusif. Et nous avons accepté pour l'amour de la patrie, peut-être aussi avec une certaine naïveté, mais dans tout le cas, nous étions animés de bonne foi, avec la détermination de sortir le pays de cette situation de crise sociopolitique. Nous avons commencé le dialogue le 8 décembre, nous l'avons clôturé le 31 décembre 2016. Ce dialogue a permis
que l'année 2017 se passe dans une certaine sérénité, dans un certain calme, dans un esprit d'apaisement pendant les 9 premiers mois. Mais les choses n'ont pas évolué comme prévu par l'accord signé le 31 décembre 2016, dénommé à juste titre l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord prévoyait la tenue des élections au plus tard décembre 2017, ce qui n'a pas été le cas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce qui est important ici, dans ces assises, c'est d'avoir un cadre d'échange pour vous donner des lumières sur un certain nombre de choses que vous suivez en distance et aussi pour donner votre contribution pour que nous puissions les exploiter en toute fin utile. La première information, c'est en fait sur la situation sociopolitique en RD Congo, en rapport avec les quid de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre 2017, ça faisait jour pour jour une année depuis que cet accord de la Saint-Sylvestre était signé. Mais cette célébration s'est passée, vous l'avez suivi, dans une atmosphère de répression, alors que nous aurions bien voulu que les choses se passent autrement et dans la joie, que les élections soient organisées. Les manifestations ont été organisées par les comités laïques de la coordination. Cela avait comme objet de réclamer mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les manifestations ont eu lieu et vous l'avez suivi, il y a eu des répressions par les agents de l'ordre, il y a eu mort d'hommes. Et le 12 janvier dernier, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à Lingwala, nous avons célébré une messe de suffrage en mémoire des victimes de cette répression violente et sanglante. Mais auparavant, il y a eu des prises de position officielles de la SENCO et de l'Annonciature apostolique autour des événements vécus le 31 décembre 2017. Et aujourd'hui, vous le suivez aussi, et les peuples congolais, les fidèles, se préparent à prendre part à une autre manifestation pour le dimanche prévu, le dimanche prochain, le 21 janvier. Et nous verrons comment les choses vont se passer. Dans tous les cas, ce qui est demandé par les laïcs répond à l'appel des évêques. Les évêques ont lancé un appel pressant à l'endroit du peuple congolais et à l'issue de leur assemblée plénière tenue en juin dernier. Et au terme de cette assemblée, nous avons comme d'habitude publié un message le 23 juin avec comme titre éloquent « Notre pays va très mal ». Le pays va très mal, debout congolais, décembre 2017 approche. Et le deuxième message est intervenu au mois de novembre dernier, rendu public le 27 novembre, où nous avons dit « Le peuple crie sans souffrance, allons vite aux élections ». Et les laïcs a répondu à ces appels
dans lesquels nous les invitions à prendre son destin en main, que les Congolais puissent prendre leur destin en main et réclamer, manifester leurs aspirations les plus légitimes et réclamer, revendiquer leurs droits devant les pouvoirs en place, particulièrement le droit de participer aux élections crédibles, transparentes et apaisées. Voilà, nous en sommes là, chers frères et sœurs, chers ecclésiastiques. Nous avons voulu donner des informations comme des flashs et pour créer un cadre d'échange. Après les échanges, ce serait tout à fait important que nous puissions envisager les perspectives d'avenir. Quelles sont les contributions que vous pouvez mettre à notre disposition pour atteindre la réalisation des aspirations légitimes du peuple congolais dont vous faites partie. Dans la perspective, merci, de Jean Senko, juste pour introduire les échanges. Mais il y a un petit détail peut-être qui n'est pas passé dans les médias, qu'il est bon de savoir. Quand le président a confié la mission aux évêques, ce n'era pas demandé d'organiser un deuxième dialogue. Il a demandé aux évêques de convaincre ceux qui n'étaient pas à la cité de l'OIA de venir signer le dialogue à la cité de l'OIA. C'est la dynamique des évêques. Au fait, il a été pris au dépourvu, il a demandé autre chose. On s'est retrouvé à question qui ne ressort probablement pas directement de ce que Monseigneur a dit. La première serait de savoir, à moins que la SENCO ait déjà donné une réponse à cette question, le fameux plan B dont vous avez parlé pendant les discussions au sein à la SENCO. Et puis, la deuxième question serait de savoir ce que la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo pense de la réplique du gouvernement qui régulièrement fait référence à l'accord cadre signé entre l'Église et la République démocratique du Congo. Une référence qui, selon moi, ne semble pas encore correcte, puisque, à ma connaissance, cet accord n'a jamais encore été ratifié. Je rentre d'ici là pour le combat. J'ai une question. Avant la question, je tiens à remercier Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, pour avoir accepté de venir nous entretenir. Ma question concerne quelque chose qui m'a quelque peu tiqué pendant l'intervention de Son Excellence. Quand il a parlé d'une certaine naïveté, la SENCO a conduit le dialogue avec une certaine naïveté. En perspective d'avenir, comme on a dit, qu'est-ce que la SENCO prévoit pour qu'elle ne puisse pas tomber dans ce genre de piège? Moi, j'ai deux petites préoccupations. La première est, bon, je peux la résumer en ceci. Après avoir participé à plusieurs dialogues au Congo-Kinshasa, nous nous rendons compte que le pouvoir en place n'écoute qu'un type de langage. C'est-à-dire quand l'Église se présente comme un partenaire dialogal, le pouvoir s'en fiche et cherche à prendre, je ne sais pas comment dire, à ridiculiser les évêques ou les catholiques. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous nous rendons compte que de tous côtés, chacun reste figé sur sa position. L'Église du côté du peuple qui veut absolument qu'il y ait changement. Et le pouvoir qui
sait bel et bien qu'il a déjà organisé beaucoup de forfaits. Et quitte au double, il faut absolument rester au pouvoir pour garantir son avenir. Et à ce niveau où les choses se trouvent, l'Église a tout intérêt à pouvoir remporter la bataille. Parce que si elle perd, ce sera une catastrophe. Ça sera un fiasco, tant pour le peuple que pour les ecclésiastiques, qui seront et qui sont déjà ciblés. Et je ne sais pas, devant cette difficulté, qu'est-ce que l'Église, en particulier, qu'est-ce que nos pères, les évêques, ont prévu. Parce que le pouvoir n'écoute que le langage des biceps, si je peux ainsi le dire. La deuxième préoccupation, c'est que nous apprenons beaucoup de choses à travers les médias. Et je me rends compte que nous avons fait, ou certains diocèses ont fait de la situation du Congo une préoccupation seulement de ceux qui sont à Kinshasa, ou peut-être Lubumbashi et quelques villes citées au bout de droit. Et le cardinal n'a pas eu tort de prendre une position dure, parce qu'il savait qu'il était en présence des sanguinaires. Mais curieusement, à travers les médias, nous avons appris beaucoup de positions paradoxales. Certains évêques, entre guillemets, là je n'ai pas su le vérifier personnellement, ont interdit aux leurs de ne pas marcher, de ne pas sortir. Alors que la situation du Congo n'est pas que la situation du cardinal Mosengo ou du seul archidiocèse de Kinshasa. Et si la Senko, déjà au départ, est divisée, comment est-ce que nous pouvons aboutir à une solution? Donc pour moi, je voudrais inviter notamment les évêques à harmoniser leurs positions, de sorte que quand il y a des marches telles que celle qui est prévue pour ce dimanche prochain, que nous puissions sortir tous, nos pères, les évêques, les prêtres, comme l'archidiocèse de Kinshasa l'a fait. Et cela va davantage crédibiliser l'Église. Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que les évêques sont au pic de la montagne et les fidèles, ils sont vraiment dans la vallée et il y a un grand écart qui sépare les deux blocs. Alors que nous sommes tous Congolais. La souffrance de ce peuple-là, c'est aussi la souffrance des évêques. Nous pouvons définir le plan B comme les déjà là et les pas encore. Les déjà là et les pas encore. Vous comprenez, en théologien, c'était une méthode de travail que nous avons adoptée pour faire pression sur les parties prenantes afin de gagner du temps, d'aller vite à l'objectif, d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible, de s'engager avec détermination. Et à défaut de cela, nous pouvions faire autre chose. C'est une façon de mettre le vent en poupe. Je crois que nous avons obtenu les résultats escomptés dans une certaine mesure avec la signature de l'accord 3 semaines plus tard. Mais il restait un complément, un document complémentaire, les arrangements particuliers. Nous avons essayé de mettre pression sur les parties prenantes, mais on n'a pas abouti aux résultats escomptés. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes retirés pour jouer pleinement notre rôle de prophète qui annonce, qui dénonce, qui encourage selon les besoins, à cas de besoin. Le fait de se retirer du dialogue nous donnait une large marge d'intervenir
et contre ceux qui ne pouvaient pas marcher. Parce qu'en étant médiateur, vous avez l'obligation d'arrondir les angles. Vous ne pouvez pas rendre prépondérante votre propre position. Et ça nous mettait mal à l'aise, je dois le dire. Donc, sous cet angle-là, nous pouvons dire que le plan B a été largement réalisé. Mais les dialogues initiés au centre diocésain, interdiocésain, n'avaient pas pour finalité d'en arriver à l'accord tout simplement, mais plutôt d'accompagner les Congolais à aller jusqu'aux élections, jusqu'à la tenue des élections. Et pour les cas d'espèce, les élections ne sont pas encore organisées. Comme pour dire que le plan B est toujours là, il plane comme l'épée de Damoclès sur les têtes. Entre-temps, nous sommes vigilants. Et les prises de position de la SENCO de ces jours, de ces derniers jours, s'inscrivent dans le cadre de cette dynamique. Donc, elle est déjà là, elle n'est pas encore. Au sujet de l'accord cadre signé entre l'État du Vatican et l'État congolais, vous l'avez très bien circonscrit. Cet accord, ce document reste encore comme quelque chose qui doit être placé dans le frigo. Il ne peut devenir contraignant pour les deux parties que lorsque ratification aura été faite de ces documents par les parties prenantes. Donc nous n'en sommes pas encore là, donc c'est sans objet que de recourir à cet accord qui est resté encore jusque-là un document qui devait rester dans le secret, dans les coffrets. À la préoccupation soulevée par l'abbé Alimassi, en toute modestie, il faut dire les choses, il faut dire les vérités. En ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés à accompagner les acteurs politiques de bonne foi, avec détermination. Et nous nous sommes dépensés à tout point de vue pour les y accompagner. Et nous étions certains que les élections pourraient avoir lieu à la fin 2017. Mais nous avons été accusés de naïveté aussi, accusés de naïveté. Quand j'ai dit que nous avons été peut-être naïfs, c'est par rapport aux autres regards qui ont été portés sur notre engagement. Et beaucoup de gens nous ont félicités, nous ont encouragés dans ce que nous faisons. Mais il faut être modeste, il faut être sincère et humble, de mentionner que d'autres gens ont vu dans cette acceptation de la SENCO un piège dans lequel l'Église est tombée. Il faut prendre les deux côtés. Les fleurs qui nous ont été jetées, nous les accueillons. Et les critiques qui nous ont été lancées, nous les accueillons aussi, dans le souci de bien faire. Je crois qu'en toute honnêteté, en toute loyauté, on doit se rendre à l'évidence que voilà, l'objectif qui a été poursuivi n'a pas été atteint, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les élections n'ont pas eu lieu. Que faire pour ne pas tomber dans ce genre de piège? Vous l'avez suivi depuis le mois de septembre, octobre, des voix s'élevaient de nature à inviter encore les Congolais à faire un troisième dialogue. Avec quel médiateur? D'autres cherchaient encore à faire appel à la SENCO en disant « Vous n'avez pas encore fini votre travail, vous pouvez revenir. » La voix des centristes. Nous avons rendu officielle, publique notre position.
il n'y aura pas de dialogue mené, piloté par la CENCO, et pour cause, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre sont restées, souffrent de leurs applications. Un troisième dialogue, pour nous, c'était un non-lieu. Et nous y tenons jusqu'aujourd'hui. Voilà, ce sont des précautions qui sont prises pour ne pas tomber encore dans un piège quelconque qui peut nous être tendu. Les duels entre l'Église et le pouvoir. Et je dois dire que de notre côté, il n'y a pas de conflit, nous ne considérons pas ça comme conflit. Nous réalisons notre mission prophétique. C'est une mission qui nous a été donnée par Dieu, non pas par un pouvoir temporel ou par un être humain, par une institution quelconque. Et nous allons continuer à exercer notre mission prophétique. Le prophète, c'est celui qui est maître de la parole. Et en vertu de notre foi, et en vertu aussi de nos cultures africaines, la parole a une force. La parole peut faire vivre, tout comme la parole peut faire mourir, la parole peut transformer. Et nous continuerons et à défendre, dans nos prises de position, nous allons continuer à défendre le bien-être, pas d'une catégorie des individus, mais de tout le peuple congolais, mais en particulier de la population qui souffre. Cette population qui souffre, ses droits doivent être défendus. Et l'Église doit se porter comme la voix de sans voix, avec tout ce que cela peut coûter. Qu'est-ce que les évêques ont prévu? Dans nos prises de position que j'ai évoquées tantôt, de juin et de novembre, nous avons invité le peuple congolais à prendre son destin à main en utilisant les voies qui sont prévues par la Constitution. Nous sommes les pasteurs du peuple de Dieu. Il y en a qui disent, mais nous devons nous mettre ensemble. Oui, en même temps, faire la part des choses, selon les statuts et selon les conditions de chacun. Il y a des évêques, il y a des laïcs, il y a des personnes consacrées. Chacun à son niveau doit s'engager. Mais les évêques ont cette mission, ont ce devoir d'éclairer, de donner des orientations. Et les évêques ne peuvent pas briguer les pouvoirs politiques, pendant que les laïcs, ils doivent chercher à accéder à ces pouvoirs par les moyens qui sont prévus par l'Évangile, les moyens qui sont prévus dans la doctrine sociale de l'Église. Dans ce sens-là, je crois que nous continuerons à faire ce travail pour éveiller la population, l'éclairer dans ces stratégies montées pour atteindre l'objectif de changement et de l'édification d'un état de droit, d'un état où le bien-être de la population est respecté. Quelle stratégie de communication prendre en situation de crise? Autour de l'événement du 31 décembre 2017, on a donné l'impression dans les réseaux sociaux que la CENCO était divisée. Il est peut-être certain qu'il y a eu divergence de points de vue, de prise de position, de manière privée, de manière personnelle. Tout simplement parce que il y a eu peut-être un déficit de communication, un déficit d'information. Et fort de ces constats, nous avons réalisé qu'il fallait faire des mises au point. Nous avons produit 2 mises au point.
le 2 janvier et le 11 janvier. Et ces mises au point sont dans les réseaux sociaux et vous pouvez y accéder. Donc les choses sont mises au clair. La SENCO reste unie. La SENCO ne sera jamais divisée ou dédoublée comme on a l'habitude de le faire à l'endroit des partis politiques. Nous avons clamé haut et fort que la SENCO restera toujours unie. Et la SENCO a manifesté son soutien total vis-à-vis du cardinal Laurent, qui a dû prendre position face à cet événement tragique qu'ont connu ses fils et filles. Les fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa ont été tués, ont été massacrés. Il était tout à fait indiqué qu'il puisse prendre cette position. N'importe quel évêque se trouvant dans une pareille situation pouvait tenir le même langage. Nous avons manifesté notre solidarité, donc il n'y a pas de problème de division, il n'y a pas de problème de manque de communion au sein de la SENCO. Et pour votre information, le comité laïque de coordination, dans ses initiatives de tenter de répondre aux appels de la SENCO, a lancé un deuxième, donc a invité les laïcats à une prochaine marche le 21 janvier, le dimanche prochain. Il fallait éclairer tout le monde. Et la présidence de la SENCO a pris sa responsabilité pour éclairer les évêques. Pour sortir de notre crise, quelqu'un a dit ici que le pouvoir ne comprend que le langage des biceps. Alors, moi je dirais aussi que le pouvoir a surtout peur des sanctions au niveau international. Ça fait trembler le pouvoir, c'est ce que nous remarquons. C'est cela qui les fait bouger, qui fait bouger les membres qui sont au pouvoir. Alors, ce que je demanderais à nos pères évêques, c'est de ne pas se fatiguer dans leur mission de plaidoyer, advocacy. Et c'est très important au niveau international. Il y a quelques années, les évêques du Congo avaient demandé à la conférence épiscopale des États-Unis de jouer de leur poids au niveau du gouvernement des États-Unis et du Sénat, de toute la classe politique. Et il me semble que leur appel avait été entendu. Alors, ma demande à nos pères évêques, ça serait un peu dans ce sens-là. Nous avons suivi par les réseaux sociaux que la conférence épiscopale de la Belgique a donné son soutien à la SENCO. C'est bien, mais est-elle allée au-delà, par exemple, parler au Parlement belge, au Parlement européen, pour que là où les décisions se prennent, quelque chose puisse bouger. Et donc que cette advocacy puisse continuer. Et après l'accord de la Saint-Sylvestre, Monseigneur l'archevêque avait été invité aux Nations Unies, où il a dit que cet accord était l'unique feuille de route dans la situation où on se trouvait, sans constitution, etc. Même si cette déclaration lui a attiré des incompréhensions et des critiques de ceux qui ne voulaient pas comprendre. Voilà, je pense que peut-être qu'il ne faudrait pas se fatiguer dans ce sens. Nous savons que notre politique se joue beaucoup aussi à l'étranger. Pourquoi il y a autant de morts? Il y a plus de 5 millions, 6 millions, peut-être 7. Et il y a des médias qui n'en parlent pas, alors que le monde occidental est spécialisé dans ces choses, dans les recherches, etc. Donc c'est voulu quelque part pour exploiter nos richesses, pour les voler, pour continuer à nous maintenir dans cette situation, sans parler du commerce d'armes, etc. Et donc, peut-être solliciter les conférences épiscopales sœurs afin qu'elles jouent de leur poids
dans les pays où elles se trouvent pour que on puisse aller dans la même direction, cette direction qu'a prise aussi le Saint-Père, qui suit de près la situation du Congo, et nous le remarquons bien à partir de Rome. Excellence, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous avez donnée pour partager ensemble ce moment et de partager les idées sur notre beau pays. La première chose, pour moi, j'en ai deux. La première, c'est juste une considération. Moi, je ne pense pas que la Senko ait péché de naïveté. Moi, je pense beaucoup plus que c'est par excès de confiance en la personne humaine. La Senko a cru à la possibilité que la personne puisse changer, que les politiciens puissent dialoguer. C'est notre mission. Parce que ça, ce n'est pas un péché. On a cru que les hommes peuvent se parler et on arrive à ça. Mais je ne crois pas que ce soit... Vous devriez vous sentir un peu gêné, vous accuser de naïveté. Et c'est ça, nous devons croire à l'homme. La deuxième chose, pour moi, je demande un peu qu'est-ce que la Senko, notre Église, prévoit. Parce que le pays va mal, selon moi, parce que c'est l'homme congolais qui ne va pas. C'est l'homme congolais qui est le problème. Parce que, vous voyez, quand nous observons un peu, chez nous, il n'y a pas de parti politique. Les mêmes gens qui ont suivi la Senko pour réclamer le dialogue derrière vous, après avoir eu, je ne sais pas combien d'argent ou quoi, ils ont changé de casaque. Facilement, les Congolais, aujourd'hui il est opposant, demain il est on ne comprend plus ce qu'ils sont. Quand on prend tous les partis politiques, moi je ne me rappelle pas avoir vu un parti politique au Congo faire un congrès pour changer de président. Donc on est président d'un parti à vie, ou dans l'opposition, ou dans l'autre côté. Au MLC, il y a un président jusqu'en prison. À l'UDPS, quelqu'un est mort, il est encore président. À l'UNC, il y a quelqu'un président à vie. C'est comme ça même dans la majorité présidentielle. Donc, si dans un pays où on est président à vie, dans un parti, comment pouvons-nous prêcher la démocratie? Voilà pourquoi nous devons former les Congolais. À commencer même l'homme congolais, même dans nos écoles. Nous, on a travaillé dans des pays où on n'a même pas de chef de classe. Les enfants de l'école primaire, on les prend, on dit on veut trouver un chef de classe. Il y a des candidats, on les habitue à faire un peu de campagne entre eux, on est. Mais comment voulons-nous qu'on ait des élections dans un pays où tous les partis sont dictatoriaux? Donc je crois que la mission de la Senko, nous voulons soigner les conséquences, mais la cause, c'est que nous devons former beaucoup l'homme congolais et le politicien congolais à la démocratie, à la politique même. Je ne sais pas comment la Senko. Ma question, c'est celle de savoir ce que vaudrait encore cet accord pour lequel on réclame la mise en application intégrale. Ce qu'il vaudrait, pourquoi? Parce que, comme l'a dit Monseigneur le Président, et comme nous le savons tous, les élections devaient avoir lieu fin 2017. Conformément à l'accord, il semble qu'au cas où il ne devait pas y avoir élection, on devrait ajouter quelque ceci, cela, tant mieux. Mais nous sommes déjà au-delà de la marge. Le temps qui était prévu est déjà est déjà dépassé et escompté, il est déjà expiré. Voilà, il est déjà expiré. Mais c'est là le mot que j'ai cherché. Et maintenant, si même aujourd'hui, ou comme il y a eu le 31 décembre, nous allons sur la rue pour réclamer la mise en application intégrale de l'accord, c'est pour quand et c'est pour quel accord? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, au temps où nous sommes et dans les conditions où nous sommes, changer les termes des revendications? Partant de l'indépendance jusqu'à nos jours, nous voyons toujours l'implication de l'Église quand il y a crise. Et aujourd'hui, nous avons été conseillés même par d'autres mouvements citoyens qui ont dit, pour la mobilisation générale, il faut être partout et au même moment. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? L'Église est entrée dans la danse à partir des laïcs, mais on voit beaucoup plus la mobilisation seulement à Kinshasa. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'ailleurs, il n'y a pas des professeurs d'Aïwel, des Thierry Landou, des Mama Kandolo,
Mais pourquoi ailleurs ça ne bouge pas comme à Kinshasa? Et pourtant, si dans tous les diocèses, les laïcs interviennent, on est partout, je pense que le pouvoir en place aura même du mal à partager ses policiers, l'armée, pour aller vers les fidèles. Donc nous devons être partout au même moment. Donc quand un appel est lancé, je pense que tout le monde doit travailler dans ce sens. J'ai l'impression que d'autres évêques ne travaillent pas suffisamment pour ça. Et deuxièmement, c'est une contribution. En fait, je me demande, quand il y a ce genre de mobilisation, par exemple la marche, il y a répression des gaz lacrymogènes, mais des blessés. Je pense que notre travail aussi, nous, de la diaspora, c'est de contribuer pour aider. Parce qu'on nous dit que pour combattre, par exemple, pour se protéger contre ces gaz, il y en a qui mettent la margarine. Mais les gens qui sont pauvres au pays et qui s'engagent déjà physiquement, nous devons, nous, de la diaspora, contribuer pour aider ceux qui sont là au pays, au fait, acheter même des margarines, acheter des pansements. Si l'Église catholique est une chance, c'est parce que le pays, 80% est composé des infrastructures de l'Église. Nous avons les écoles, les hôpitaux, nous avons des universités. Pourquoi l'Église catholique ne peut pas aussi s'engager, par exemple, à dire « nous ne payons pas les impôts ». Une manière de ne pas reconnaître ces pouvoirs. Quand on continue à les accueillir comme Premier ministre, comme Président de la République, quelque part, on leur donne encore la légitimité qu'ils n'ont plus. Donc, si on commence aussi à combattre dans ce sens, psychologiquement, et d'ailleurs, je pense que c'est la guerre qui est plus forte, c'est-à-dire quand il n'y a pas... Nous avons réalisé qu'il est important que nous puissions conjuguer les efforts, non seulement avec les institutions politiques, administratives, internationales, mais qu'au niveau de nos églises, nous puissions aussi développer ces plaidoyers. Et la contribution de l'épiscopat belge s'inscrit dans ce cadre-là. Et l'épiscopat des États-Unis d'Amérique nous soutient énormément aussi dans ce secteur. Et nous allons multiplier ce genre de rencontres pour inviter les autres conférences à pouvoir nous aider à emboîter les pas. Père Romain, merci pour les compliments adressés à la SENCO par rapport à sa bonne foi dans l'accompagnement des acteurs politiques durant les dialogues du centre interdiocésain. Et que prévoit la SENCO dans l'avenir pour changer la situation? Vous avez raison, le changement d'homme n'est pas forcément la meilleure solution pour répondre aux questions majeures de notre pays. Ce ne sont pas les individus que nous connaissons qui vont changer. Si vous les constatez, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont participé, ont pris part dans les gouvernements précédents. Ce sont des transfuges. On passe d'un gouvernement à l'autre. Donc, ils passent avec leur mentalité. Depuis Mobutu, en passant par Kabila Père, et jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes se maintiennent physiquement et même avec leur mode de gérer, mode de penser, malheureusement. Au niveau des partis politiques, des familles politiques, c'est la même chose. Il y a beaucoup de transfuges. Aujourd'hui, on est dans l'opposition, demain, on est à la majorité. Et vice-versa, selon les opportunités et qui se présentent. Qui nous sauvera? Je pense qu'il faut des hommes nouveaux, avec des mentalités nouvelles, un système nouveau, qui se démarque de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Et comment la CENCO peut intervenir dans ce sens-là? C'est dans cet esprit que nous avons organisé, créé 2 facultés au sein de l'Université catholique du Congo. La faculté de droit et la faculté de sciences politiques. Et nous pensons que, en nous investissant dans la formation des bons leaders pour demain, les choses peuvent évoluer. Au terme de leurs études, il faudra encore qu'on les encadre, qu'ils travaillent dans des cadres favorables. Et ça, c'est sur le plan académique. Et sur le plan pragmatique et pastoral, et nous nous investissons avec la commission Justice et Paix à pouvoir préparer l'émergence des nouveaux leaderships. On a l'impression que la mobilisation s'est faite seulement à Kinshasa et ailleurs, ce n'est pas le cas. Vous avez raison. Évidemment, tout mouvement commence quelque part. Tout mouvement commence quelque part et prend de l'envol pour se planter à plusieurs endroits. Le comité laïque de coordination vient de naître, donc en décembre. Et je crois qu'il a maintenant sa forme juridique lui permettant d'agir, au besoin même dans les autres diocèses, à créer des points focaux. Et nous croyons que les choses pourront aller mieux dans ce sens-là. N'oublions pas non plus que Kinshasa est le centre des institutions. Kinshasa a une position spéciale, particulière par rapport au reste des diocèses, que Kinshasa se présente comme locomotive. Je crois que c'est un compliment évident que nous devons reconnaître. Que cette locomotive puisse tirer les autres wagons. Et c'est en fait la dynamique dans laquelle nous nous retrouvons maintenant. Le laïcat de l'intérieur va assurément, à coup sûr, emboîter les pas au laïcat de Kinshasa. Alors d'autres engagements semblables au niveau des écoles de la santé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois que ça viendra à son temps. Et n'oublions pas que ces mouvements viennent des laïcs. Les laïcs, ils ont la pleine responsabilité d'imaginer certaines actions avec effet peut-être escompté. Évidemment, ils ne peuvent pas agir sans l'avis favorable des évêques. Et nous sommes disponibles pour discerner, évaluer avec nos laïcs les différentes actions qu'ils peuvent proposer pour que les choses changent. Et toujours dans le respect de l'enseignement social de l'Église. Est-ce qu'on peut considérer que l'accord de la Saint-Cyber, c'est escadoute? Affirmer ça, c'est faire la belle part au président Kabila. Oui, c'est vraiment lui faire la belle part. Parce que, bon, pour répondre, je reviendrai pourquoi je l'ai dit, mais pour se référer au texte même de l'accord, ou l'accord même, je dirais que l'accord a subi de graves entorses, mais l'accord n'est pas mort. Et ceux qui violent l'accord, ils le violent au nom de l'accord. C'est ça encore notre chance. Et ils ne violent l'accord que là où l'opposition leur ouvre de brèches. Par contre, il y a de fondamentaux de l'accord auxquels le pouvoir n'ose pas toucher simplement parce qu'il considère que l'accord est là. Si aujourd'hui on considère que l'accord est périmé, n'a pas de sens, donc rien ne pourra empêcher Kabila de trouver notre astuce pour se représenter comme candidat. Et on est en fait dans la dynamique du plan B qui est très complexe. Parce que le plan A qui a été évoqué autour du 20 décembre, est tel qu'on arrive à un accord qui serait bien appliqué et ce serait la fin de la crise. Maintenant, on est arrivé à un accord, mais qui est appliqué de mauvaise foi. Il faut reconnaître la responsabilité de l'opposition aussi. Mais Dieu merci, il y a des aspects de fondamentaux de l'accord auxquels on n'a pas encore touché parce qu'ils n'ont pas eu d'ouverture. Alors, qu'est-ce qui est le plus fondamental? Entre-temps, c'est ça la dynamique du plan B. J'aimais que le père Rigobert évoquait ça.
il y a eu un travail, et il y a encore un travail de haute diplomatie qui fait qu'il y a concours d'efforts pour contraindre le pouvoir à respecter au moins l'essentiel de cet accord malgré les entorses. À un moment donné, vous avez suivi que le pouvoir s'appuyait sur l'Union africaine. Maintenant, il y a un grand travail qui est en train d'être fait par nos évêques auprès de l'Union africaine pour qu'ils parlent d'une même voix que la communauté occidentale. On est en train d'y parvenir. Alors, l'accord dit ceci, dont les élections étaient prévues au 31 décembre, mais l'accord avait prévu les modalités de prolongation. C'était le paragraphe, je crois, chapitre 4, paragraphe 2. Si il y a une appréciation unanime du gouvernement du CENSA et de la CENI. Malheureusement, là, on a affaire à une CENSA qui n'est pas dans l'esprit de l'accord, au gouvernement qui n'est pas dans l'esprit de l'accord. Mais si on doit maintenant chercher à refaire, à refaire un autre gouvernement, à chercher un autre CENSA, on rentrerait dans les discussions qui vont nous amener. Alors, que pense la CENCO quand il parle du respect intégral de l'accord? Il s'agit pour le moment, parce que l'objectif principal de l'accord d'ailleurs, c'est arriver à organiser pas seulement des élections, mais de bonnes élections qui mettraient fin à la crise. Il faudra éviter les élections qui seront contestées au lendemain, qui nous replongeraient encore dans la crise. Alors maintenant, c'est que le combat de la CENCO, maintenant, c'est quoi? C'est obtenir au moins, tout en considérant qu'enfin on est devant un fait, des entorses sont là, le Premier ministre n'est pas celui attendu. Jamais vous n'avez vu les évêques recevoir Tibala depuis qu'il est là comme Premier ministre. Jamais, donc ça c'est déjà un signal que nous ne sommes pas naïfs, encore moins au Lengakoï. Mais ils sont là, c'est comme en 2011. La CENCO dit que le résultat n'était pas conforme à la vérité des urnes, mais on était devant une situation de fait, le président de la République était là. Donc c'est vraiment la naïveté de croire de dire que mandat ici maintenant, la population a la facilité de faire partie. Ça c'est aussi un autre extrême de naïveté. Alors, la délicatesse dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est un équilibre difficile à trouver, que les évêques sont en train de chercher à trouver. C'est augmenter la pression, mais en même temps que cette pression ne devienne pas un prétexte pour amener à une situation de chaos qui ne permettrait même plus les élections. Donc, et ça, ce n'est pas facile à faire. Et là, on a aussi besoin de vos réflexions. On doit augmenter la pression. Et c'est vrai que l'Église n'est respectée par l'homme politique que dans la mesure où elle lui attribue la capacité de savoir mobiliser. Et le jour où le pouvoir se rendra compte que la CENCO n'a pas la capacité de mobiliser, c'est sûr, se moquera de tous les discours. D'où la pertinence des interventions que j'ai entendues ici, que tous les dossiers s'y mettent pour que ça constitue une menace potentielle. Là, si on n'arrive pas, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage, et comme m'a dit le président de la CENCO, il a donné des instructions pour que, évidemment, ce qui s'est passé au 31, il faudra aussi comprendre les évêques qui ont pris la parole. Moi, je ne dirais même pas qu'il y avait divergence de point de vue. Il y avait, le président l'a dit, déficit d'information. Le CLC venait de sortir. Le CLC est sorti comment? Le 20 décembre, j'ai été invité, moi, à une conférence à Saint-Joseph pour expliquer justement l'attente de la CENCO sur le message de Debout Congolais. Et parmi les conférenciers, il y avait Tchérilan, qui s'en est pris à la CENCO, l'Église ne fait rien, et moi je lui ai retourné la balle. J'ai dit, mais non, vous devez prendre vos responsabilités comme laïcs. On a évoqué finalement, alors il a pris la parole pour lancer un appel. Nous sommes au 20 décembre, et voilà comment les choses sont allées, c'est créé, il y a eu la reconnaissance le 31, le 20 novembre plutôt, la marche, et les évêques n'étaient pas informés. Du jour au lendemain, ils apprennent par la presse, il y a un CLC, c'est au moins le KCC, qui est l'organe de l'aide qui dépend de la CENCO, ils comprendraient. Donc c'est tout à fait normal, et je dirais même responsable pour ces évêques, de ne pas engager l'Église alors qu'ils n'ont pas l'information. Ce qui sera différent pour la première fois maintenant que les choses sont clarifiées, et par la position de l'annonciature et par la position de la CENCO. Donc il y a eu manipulation dans les médias. Je vous dis, il y a même un ministre
J'ai suivi moi-même, qui a dit, voilà, j'ai été à Kisangani, j'ai vu l'archevêque de Kisangani qui m'a dit qu'il est contre cette marche qui nous éloigne de la mission évangélisatrice. Je pouvais tout croire sur ça. J'ai saisi le président et dit, mais je ne l'ai même pas vu. Je vous dis, la mise au point qu'on a faite là, j'ai le CMS du président qui m'a dit de démentir ça le plus tôt possible. Donc il y a une manipulation dans la presse et pour les intellectuels que nous sommes, nous devons vraiment prêter attention avec les réseaux sociaux. Et donc, une mission que nous pourrons vous demander aussi, c'est de sensibiliser l'opposition qu'elle montre un visage sérieux et n'est pas prise au sérieux à l'extérieur. Et je crois que c'est comme ça qu'il y a des hésitations au niveau international. On dit, bah, mais dans l'opposition, qui montrent leur sérieux parce qu'ils sont, hein, comme monseigneur l'archevêque l'a dit, ils sont partout à la fois. Par rapport au calendrier électoral qui a été déjà publié, si la CENCO est prête à accompagner les gens dans ce processus, et quelle serait la prévision de la gestion, je ne sais pas, de la confusion qui peut être sémée, parce que si d'un côté il y a cette mobilisation qui est en train d'être faite pour mettre pression, pour dire que nous ne reconnaissons plus les leaders que nous avons là-bas, je ne sais pas si cela, ça ne peut pas créer une confusion dans la tête des gens et comment la CENCO prévoit accompagner ce processus. Je commencerai par vous remercier grandement pour votre soutien au peuple congolais, parce que réellement les évêques du Congo prennent une position en faveur du peuple. Et ça, les autres pays le reconnaissent. Et c'est une force pour nous. En même temps que l'Église est une force, il y a aussi toutes les faiblesses, dans le sens que l'Église ne peut agir que dans sa force, dans la non-violence. Et ça demande du temps. À vous entendre parler, justement ce que l'abbé Donat venait de dire là, en complétant ce que vous avez dit, il nous semble qu'on a besoin du temps. C'est-à-dire pour que tous nous soyons conscientisés et se présenter en bons citoyens, de sorte qu'on ait un choix des responsables qui sont valables, si on peut le dire, hein, de qualité, différentes de ce que nous avons là. Alors ça, c'est un défi énorme pour pouvoir préparer des responsables valables dans notre pays. Est-ce qu'il y a un plan ou une possibilité de pouvoir contribuer à l'éducation civique du peuple ou de la masse, de la même façon qu'on l'a fait indirectement en préparant les élections de 2006. Parce qu'à ce moment-là, le peuple qui allait aux élections pour la première fois a compris ce que c'est une élection. Est-ce qu'il y a là quelque chose que l'Église pourrait faire dans la formation? Est-ce que dans les écoles, dans la catéchèse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une position pour préparer. Parce que si le peuple congolais, les citoyens, les Congolais en tant qu'individus ne changent pas, nous continuerons peut-être à souffrir des mêmes conséquences que nous avons maintenant. L'autre réflexion que je voulais faire, le gouvernement, le pouvoir en place est doublement illégitime pour le moment. D'abord 2016 fini, et puis 2017 fini. Au fond, on ne devrait pas dialoguer avec quelqu'un qui est illégitimement placé là. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Ça serait violent, mais je le dis quand même, de pouvoir imposer quelqu'un d'autre pour pouvoir guider la transition et procéder à l'élection d'une autre manière. Et même s'il est là, vous n'êtes pas en fonction pour le moment. Je remercie le président de la CENCO de tout ce qu'il nous a partagé. Et comme Micheline, moi aussi j'apprécie vraiment, vraiment l'engagement de notre Église, de nos pasteurs, pour le peuple. Je vais faire seulement deux petits points, je parlais de deux petits points. Le premier, c'est, je ne sais pas, l'histoire du Congo ne commence pas aujourd'hui. Parce que, selon ce que j'entends, ce n'est que Kinshasa qui bouge. N'oublions pas les combats qui ont été menés à l'Est depuis 1998.
Nous avons perdu 2 pasteurs dans le combat. Et le combat continue. Et alors, sur ce point, nous avons senti l'Église avec nous. Et sur ce point, je crois et je demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour combler le clivage Est-Ouest et vraiment cheminer, lutter comme un seul peuple pour un Congo uni et indivisible. Ça, c'est ma première. Sur ça, il y a, nous autres qui venons de l'Est, nous le vivons depuis plus de 15 ans, cette menace de balkanisation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que... Bon, mais il y a des éléments qui en parlent. Mon deuxième point... Il y en a combien? 2 seulement. C'est le quelqu'un en a parlé. C'est le troisième maintenant. Allez-y, allez-y. On insiste sur l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui veut dire aller aux élections. Quelqu'un l'a mentionné brièvement. Mais aller aux élections, dans les conditions actuelles, avec la loi électorale qui a été votée, promulguée, et nous savons dans quelles conditions ça l'a été, nous avons appris que les machines à voter sont déjà là, elles sont conditionnées, et l'ambiance actuelle et l'opposition que nous avons et la mouvance, est-ce qu'on a les conditions pour aller vers des élections? Je vais droit au but. La non-assistance à personne en danger peut devenir un crime. C'est-à-dire quoi? J'aime l'Église et j'apprécie sa fonction de faire. Mais si nous voulons toujours aller avec les moyens de non-violence, qu'est-ce qu'on ferait de quelqu'un qui vient prendre ma soeur à la maison violemment? Je vais me défendre violemment. Donc, nous devons comprendre qu'à un certain niveau, l'Église doit faire un pas de plus. Je remercie tous les efforts fournis, mais je voudrais qu'on fasse un pas de plus. Les pas qu'on veut maintenant, c'est faire une transition sans Kabila. C'est-à-dire quoi? Nous nous mettons tous dans les rues, que ce soit à l'étranger, que ce soit au pays, pour dire que nous ne voulons plus de Kabila. C'est tout ce que nous demandons. Pour finir, je voudrais dire que les dialogues passés, et cette Sylvestre-là, c'était une façon d'éviter le bain de sang au pays. Mais entre-temps, combien sont morts durant une année? C'est plus que ce que nous connaissons en nombre. Si nous avons prié pour les victimes du 31 décembre, mais ceux qui sont morts avant le 31 décembre sont plus nombreux que ça. Hein? Donc moi je dirais, allons seulement avec notre violence, non-violente, et allons combattre. Jusque-là, nous voyons que l'Église catholique lutte seule dans ces combats. Peut-être il y a d'autres frères qui peuvent en battre le pas. Mais dans cette lutte, dans cette mission prophétique de l'Église, je voudrais au moins demander, encourager aussi les évêques, la Sénico, de regarder aussi à côté et de sensibiliser, de toucher aussi les cœurs d'autres frères, d'autres églises, dans le sens de l'écuménisme, pour qu'ils puissent eux aussi se mobiliser pour faire un corps et prendre la chose aussi, le destin du Congo en main. Pour ceux qui sont favorables au pouvoir à place, ils se disent, mais si on arrive à un changement, qu'est-ce qu'on va en tirer de mieux? Le moindre mal ne consisterait-il pas à pouvoir laisser le pouvoir à place continuer le temps que l'opposition se réorganise? Nous avons suivi tous ces discours dans notre mission de plaidoyer auprès de l'Union africaine, l'Union européenne et auprès aussi de certains membres de l'Union africaine. Nous disons, ils peuvent avoir raison, mais ce n'est pas
cela ne doit pas donner l'occasion de laisser la situation pourrir avec un pouvoir qui est déjà décrié. Et le peuple, l'aspiration la plus noble de la population et du peuple, c'est d'aller aux élections. Et voilà pourquoi nous pensons que face à cette méfiance qu'affiche le peuple congolais aujourd'hui, la majorité des peuples congolais, vis-à-vis de la classe politique en général, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, le peuple a perdu confiance. Je vous renvoie à notre message du 27 novembre dernier. Et c'est dans ce contexte-là aussi que le calendrier électoral a été publié. D'où viendrait le salut? Nous pensons que il faut croire, nous croyons en Dieu, nous croyons à l'homme aussi créé à l'image de Dieu. Il y a bien des Congolais, d'autres Congolais, qui peuvent être capables de changer la situation. Donc, l'émergence des nouveaux leaderships, nous en avons parlé. Comment nous pouvons espérer que la situation peut s'améliorer? Mais il faut les former. Il faut les former, ces leaders, et sur le plan académique, sur le plan pragmatique. Je crois qu'on peut trouver des Congolais capables de porter ces grandes responsabilités régaliennes à la satisfaction du peuple congolais. Le calendrier électoral, nous avons pris acte de la publication du calendrier électoral. Cela n'est pas venu de soi. Il y avait beaucoup de manœuvres dilatoires dans les chefs de l'institution censée organiser les élections. C'est suite à des pressions internes et externes que ce calendrier a été publié. Pour rappel, Mme Nikki Haley est passée à Kinshasa. Vous avez suivi cette déclaration, vous avez suivi cette prise de position. Cela a contribué énormément pour que ce calendrier soit publié. Notre position, nous aurions bien souhaité que, même s'il y avait rallonge un petit glissement, que ça n'aille pas plus loin, maximum 4 mois ou 6 mois. Mais nous avons tous été déçus et nous avons estimé qu'apprenant acte de la publication du calendrier, c'était le moindre mal à accepter dans une certaine mesure, mais cette acceptation est assortie de garanties que ceux qui sont censés organiser les élections puissent nous fournir des garanties. Je vous renvoie à notre message du 27 novembre. Nous sommes impliqués dans ce processus. Nous formons les observateurs électoraux. Nos commissions justice et paix sont à pied d'œuvre pour assurer l'éducation civique. Donc c'est de cette manière-là que l'épiscopat congolais agit, accompagne la population dans le processus électoral. La non-violence active, c'est un défi énorme à relever. Les facteurs temps interviennent, mais ma sœur, si nous attendons longtemps, attendons de former les bons leaders pour demain, ça va nous prendre effectivement un temps relativement long. Nous avons la conviction, la ferme conviction, il y a des Congolais et Congolaises qui sont maintenus dans l'ombre, sous la table, qui peuvent émerger pour prendre les choses en main avec les concours du peuple congolais. Et nous pensons qu'il y a de ces Congolais rares qui existent. Ils existent parmi nous. C'est question de leur donner cet espace, de se mettre à surface.
Quoi faire avec un gouvernement qui n'a pas de légitimité? Ne serait-il pas mieux d'organiser une transition dirigée par une autre personne? Nous, comme Senko, nous voulons être cohérents avec nous-mêmes. La constance dans la prise de position. L'accord de la Saint-Sylvestre que nous avons piloté, dont nous nous prévalons des statuts de parrain. Cet accord a des racines dans la Constitution. Et il n'est dit nulle part que l'on puisse organiser la transition sans les institutions qui existent. Ce qui est demandé au président de la République peut être appliqué aussi aux autres institutions qui n'ont pas de légitimité aujourd'hui. À quoi consiste le moindre mal? C'est celui-là. Mais alors, il faut mobiliser les énergies pour qu'on arrive à ce niveau. La constance, la cohérence dans les prises de position, dans la logique même du travail mené par la Senko, qui nous conduit à maintenir cette prise de position. C'est l'approche de la Senko, mais d'autres organisations peuvent avoir une autre approche. Il y en a qui disent transition sans Kabila. Oui, allez-y. Comment? Peut-être que le résultat peut être bénéfique à tout le monde, mais engagez-vous. Engagez-vous. Chacun dans son ressort. Et ça, c'est très important. Que faire du clivage Est-Ouest? Comment s'en sortir? En tout cas, pour nous, au niveau de la Senko, le clivage Est-Ouest n'existe pas. Ce n'est pas notre affaire. Le clivage est réel sur la scène politique. Est, Ouest, Nord, Sud. Et cela fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prises de position qui ne sont pas prises au sérieux. En faisant la lecture avec ces paradigmes. Et nous espérons que les nouveaux politiques, les acteurs politiciens, les nouveaux gouvernants pourront nous faire sortir de cette situation. Ce qui n'est pas évident, mais la réalité, il faut dire, la réalité humaine est là. Nous sommes différents par rapport à nos familles, par rapport à nos milieux de vie, mais il y a l'essentiel qu'il faut sauver. Nos différences doivent être exploitées comme richesse. Mais cela ne peut pas être remis à question, la diversité, la différence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il faut les exploiter positivement. C'est ce que l'Église catholique tente de faire. Si nous arrivons à réussir, nous pensons que les autres organisations, même les institutions politiques, peuvent s'approcher de la réussite. Nous les y encourageons. Quid des menaces de balkanisation? Est-ce réel ou imaginaire? Ma soeur, cette menace est réelle. Bien des gens voudraient que le Congo s'éclate. Comme thèse, on dit que le Congo est ingouvernable. Le Congo est ingérable en raison de sa grandeur physique et géographique. Mais il y a des pays aussi plus grands que le Congo qui arrivent à s'organiser. C'est question d'hommes, question de mentalité, sens d'organisation. Il y a de sérieux problèmes autour de la loi électorale, de la machine à voter. D'ailleurs, hier ou avant-hier, un certain nombre de députés, non seulement de l'opposition, mais aussi de la majorité, ils ont déposé une requête en inconstitutionnalité sur justement la loi électorale promulguée par le président de la République en décembre dernier. C'était probablement, il me semble que c'était le 27 décembre que cette loi a été promulguée. Attendons voir comment les choses vont évoluer. Je n'ai pas de réponse à donner pour le moment. Le père Didier,
Nous, comme nous sommes dans l'Église, nous devons être cohérents. Le pape prône la résistance non violente. Oui, et c'est ce que nous, c'est là que nous souscrivons. Mais s'il y a d'autres, des zélotes et des zélés qui peuvent prendre cette approche, tant mieux pour qu'on arrive. Mais la position de l'Église est celle-là. Et je dois vous informer que nous avons de très bonnes relations avec les nouveaux responsables de l'Église de Christ au Congo. Nous pensons que nous pouvons conjuguer les efforts. Et pour preuve, vous avez suivi la prise de position d'hier. Mais je donne la parole à la secrétaire pour compléter. Oui, je voudrais rassurer la sœur Vicky qui posait la question si c'est vraiment possible aujourd'hui d'espérer à l'organisation de bonnes élections conformément au calendrier électoral. S'il y a vraiment bonne foi, je dirais oui. Il suffit aujourd'hui qu'on parachève les mesures de décrispation, qu'on libéralise les médias, qu'on donne l'égalité des chances à tout le monde, on peut y parvenir. Alors la problématique sur la machine à voter, vous aurez constaté que la SEMCO n'a pas encore pris position. Simplement parce qu'elle se donne le temps de bien observer Il y a un problème réel. Si vous considérez les bulletins de vote qu'on a eu la dernière fois, c'est vraiment... c'est tout un livre. Et si on n'avait pas cette loi électorale qui n'est pas parfaite, il n'y a pas de solution à cela, on risque d'avoir encore les doubles. Et le vote deviendrait impossible. Parce que d'abord, c'est vraiment des petits écrits. Donc pour découvrir qui vous devez voter, vous pouvez même prendre 10 minutes. Est-ce que la réponse que la CENI donne est une réponse qui rassure? Alors, à notre avis, c'est très tôt. On est un peu réservé, mais c'est très tôt pour rejeter ça. La dernière chose que nous avons faite sur l'instruction du président comme secrétaire général, le jour même on a pris l'avion, c'est demander à la commission justice et paix parce que nous sommes très attentifs à la phase actuelle de la campagne de sensibilisation. La commission est en train de travailler pour préparer un document à l'intention de la CENI pour que la CENI sache à quelles conditions d'observation la SEMCO va accepter éventuellement cette machine ou pas. C'est-à-dire, on a relevé plusieurs inquiétudes. Il y a le volet temps, parce que selon la loi électorale, les élections commencent à 7h, les bureaux ouvrent à 17h, ça se ferme à 6h. Alors, combien de temps chacun doit se mettre devant la machine, parce qu'il n'y a qu'une seule machine à bureau. Nous redoutons qu'on arrive à 17h, un tiers de la population n'a pas voté. Et là, ce sont des choses qu'on peut vérifier dans la phase actuelle. Comment vont-ils gérer les secrets de vote? Ça, ce sont des choses qu'on va vérifier. Alors, la grande préoccupation, c'est de tripoter avec les logiciels. Avant, la CENI parlait de vote électronique et puis semi-électronique. Maintenant, c'est la machine à voter. On va observer. Si les choses sont telles que la CENI le prétend, on a le temps d'observer. Je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Dans la mesure où la personne qui vote dans la minute même sait vérifier dans l'étiquette qui sort que c'est effectivement la personne qui l'a voté et qu'en cas de disparité, on privilégie le vote manuel. Si les choses sont si simples que ça, ce serait irresponsable de la part des évêques de rejeter ça. Mais si en observant, il y a vraiment des préoccupations majeures, ils vont prendre les responsabilités. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.